l'atmosphère de Drancy était déjà plus, mettons, donnait déjà une idée bien sûr de ce que ça pouvait être. Effectivement, à l'arrivée, nous apprenions qu'il y avait des transports de gens qui partaient régulièrement dans des conditions difficiles. Les gens à Drancy vivaient dans des conditions abominables. Et l'atmosphère était évidemment extrêmement pénible et difficile. Et donc, on pouvait bien imaginer que ce que nous attendait n'allait pas être mieux. Et c'est ainsi d'ailleurs que décrescendo, au fur et à mesure que les temps avançaient, au fur et à mesure la situation devenait de plus en plus difficile. Vous êtes resté combien de temps à Drancy? Quelques jours. Quelques jours, ça va. Pas beaucoup. Juste assez pour quand même relever sur les murs des inscriptions dont deux m'ont particulièrement frappé. L'une qui disait « Lorsqu'il n'y a plus rien à espérer, c'est là qu'il ne faut pas désespérer ». Et une deuxième « On entre, on crie et c'est la vie, on crie, on sort et c'est la mort ». J'avoue, pour un jeune garçon que j'étais, ces inscriptions m'ont quand même ébranlé et m'ont laissé un peu prévoir ou pressentir que l'avenir va être difficile. Mais nous étions ensemble, eh bien, nous attendions, et c'est là, au bout de quelques jours, que nous avons été, donc exactement les 4 septembre, puisque nous étions arrêtés le 26 août, donc entre Noé, il restait quelques jours à Noé et quelques jours à Drancy. Les 4 septembre, nous avons été chargés dans le train, qui était le transport numéro 28, qui nous amenait donc vers l'intérieur de l'Allemagne. Je voudrais tout de même ajouter une chose, ce qu'à Noé, sur la liste des gens qui devaient partir pour Drancy, il n'y a figuré que le nom de ma sœur et moi. Ni mon père, ni ma mère n'étaient désignés pour partir avec nous. Et effectivement, c'est sur l'insistance de mon père que ma mère préférait nous accompagner, ne voulant pas laisser partir ses enfants. J'avais à l'époque un peu plus de 17 ans et ma sœur 18 ans et demi. Et mon père est resté dans les camps, ce qui fait d'ailleurs qu'il est mort en France peu de temps après. Et ma mère était donc quasiment partie volontairement pour ne pas abandonner les enfants à un sort inconnu. Votre père est resté... Il est resté dans les camps, il a été ensuite autorisé de rejoindre un hôpital à Revel, et c'est là où il est décédé 1 an plus tard. Mais d'après ce qu'on a pu me dire, il s'était plutôt laissé mourir, parce qu'il semblerait qu'il était au courant de ce qui arrive aux Juifs, hein, et que toute cette situation juive, puisqu'il paraissait, d'après ce qu'il m'a été dit, il était très fréquemment accroché à la radio de Londres pour écouter des nouvelles, pour avoir des informations, le maximum d'informations. Il semblerait donc qu'il était en possession des informations et qu'il était désespéré de nous savoir dans une situation difficile, sans savoir exactement quoi d'ailleurs. Donc vous êtes retrouvés, vous, votre soeur et votre mère, dans ce même convoi? Nous nous sommes trouvés dans ce même convoi. Et là, au bout de quelques jours, nous avons été arrêtés au milieu d'un race-campagne à Cosel, ce dont d'autres déportés ou survivants pourront peut-être vous parler, et où les Allemands, ayant ouvert avec fracas les portières de ces wagons plombés où nous étions entassés sur la paille, mélanger hommes, femmes, enfants, vieillards, nourrissons, malades, etc., dans des conditions lamentables, eh bien, la porte s'est ouverte et les SS ont crié, les hommes de 18 à 40 ans descendaient. Quand je dis descendre, c'est-à-dire on n'est pas sur un quai, hein, on était en race campagne, il fallait sauter à 1,50 m ou peut-être un peu plus pour se retrouver par terre, mais je me suis arraché à ma mère qui ne voulait pas qu'en fait je parte avec des gens de 18 ans puisque je ne les avais pas encore. Mais moi je ne préférais, très certainement par instinct, je préférais rester avec les hommes valides que de rester avec les femmes, les enfants et les vieillards. J'ai donc rejoint ce groupe, il y a environ
250 personnes qui sont descendues de ce train, et le train ensuite a continué son chemin, alors que nous avons été amenés dans des camps de travaux forcés. Ce n'est qu'1 an plus tard que j'ai appris que le véritable sort de personnes qui sont restées dans le train, c'est que lorsque j'ai fait connaissance, physiquement si je peux dire, avec Birkenau, puisque pendant 1 an, je me suis trouvé dans des camps de travaux forcés, dans 2 camps de travaux forcés différents, Tarnowitz et Chopinitz. Et ce n'est qu'au bout d'1 an, on nous a amenés à Birkenau. Et c'est là où, voyant les cheminées qui fumaient, etc., que j'ai appris le sort qui était en fait réservé aux gens malades, aux personnes qui arrivent et dont on n'a pas besoin de la main-d'œuvre, et qui ont été gazés donc dès leur arrivée, brûlés. C'était évidemment un moment difficile, joint à cette brutale introduction dans le camp de Birkenau, tatouage, etc., etc. Enfin, ça, c'est les chapitres de camp. Dont on va reparler. Donc là, vous étiez dans votre premier camp, qui était un camp de travail qui était... Qui était un camp de travail, nous sortions de travailler tous les jours. À quel endroit c'était? Tarnowitz, en Haute-Silésie, qui était en fait, faisait partie des camps satellites d'Auschwitz. En fait, il y avait autour d'Auschwitz un certain nombre de camps satellites qui étaient réservés pour des travaux à distance d'Auschwitz, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres, et qui faisaient des travaux, c'est-à-dire loués à des entreprises allemandes. Et en l'occurrence, j'étais en charge de m'occuper des rails des chemins de fer, etc. Enfin, bref, des réparations des lignes des chemins de fer. Et ensuite, à Chopinitz, c'était pour construire des ponts à des travaux très durs. Travaux très durs, dans des conditions... Dans des conditions difficiles, mais incomparables, évidemment, avec Birkenau. C'est-à-dire, nous avions d'abord encore de l'espoir, bien qu'évidemment très découragés. Seuls les malades qui, évidemment, disparaissaient, soi-disant qu'on les envoyait dans un sanatorium. Seuls quelques volontaires qui croyaient à ce sanatorium, eh bien, se sont proposés, épuisés, fatigués d'y aller, ce que moi, je ne croyais pas, vu que mes connaissances des Allemands m'incitaient guère à croire à leurs propos. Et donc j'ai essayé de lutter jusqu'au bout et de me maintenir. Et il faut dire que mon âge et ma santé m'ont permis de surmonter l'effroi, la faim, d'éviter au maximum les coups. Et donc c'était... je dis bien relativement, pendant un certain laps de temps, c'était vivable. Et vous avez été transféré à Birkenau à quel moment? Je suis arrivé à Birkenau en novembre 1943, et là, tout a changé, tout a basculé. En fait, c'était les drames dans toute sa vision. Nous avions pu prendre conscience de la réalité du sort qui nous est réservé. Et c'était un chapitre évidemment très difficile, pénible et désespérant. Une situation dans cette quarantaine qui était à peine imaginable, les gens habillés dans des pyjamas, la façon dont on a été tatoué en nous disant que nous n'avons plus à nous servir de notre nom, que dorénavant nous allons être appelés par notre numéro que nous devions inscrire sur notre veste et sur notre pantalon. La nourriture qui était alors de loin inférieure de ce que nous pouvions avoir dans les camps de travail. La perspective de chambres à gaz et de faux crématoires avec les sélections auxquelles ont été soumis tous les nouveaux arrivants, les travaux extrêmement durs et pénibles, à la fois physiquement et moralement,
faisait que les gens mouraient comme des mouches. Qu'est-ce que vous faisiez comme travaux? Pardon. On va changer de cassette. Mais je vous demandais quel travail vous faisiez, par exemple, à Birkenau? Eh bien, moi, je n'ai pas travaillé à Birkenau parce que pratiquement, dès le lendemain, j'ai entendu qu'on cherchait des spécialistes de la métallurgie et en désespoir des causes, je me suis présenté comme tel. Mais j'ai vu les autres, ceux qui m'ont précédé, qui travaillaient à transporter des pierres d'un tas à un autre et retour, c'est-à-dire sans objectif, sans intérêt, uniquement pour les fatiguer, pour les épuiser, et pour justement leur montrer qu'ils étaient inutiles, c'est-à-dire que ils étaient en fait, ils n'étaient pas traités comme des hommes, ils faisaient partie d'une technique de déshumanisation. Et tout était bon pour cela, donc y compris les tatouages, y compris la façon dont nous avons été chassés, battus, et la façon dont nous étions hébergés. En fait, tout contribuait à enlever aux individus l'essence de l'humain. Alors donc, c'était assez dramatique, sans parler de la façon dont ils nous ont habillés. C'est-à-dire ces pyjamas, ces chaussures à semelles des bois, sans chaussettes, avec ces chapeaux ridicules, rasés et affamés. Nous étions sans arrêt contraints à des appels, à des sélections, etc. Donc, à voir tout cela, je me suis dit, là, je ne tiendrai certainement pas pendant quelques jours. Et c'est pourquoi j'ai pris les risques de me présenter comme spécialiste de la métallurgie. Et à ma grande surprise, ayant passé un examen dans les camps, ils nous ont fait passer un examen, j'ai appris que l'officier de la société Siemens, qui a installé donc une usine, suite des différents bombardements qui subissaient à Berlin, avait l'intention donc de construire une usine à côté d'Auschwitz, en utilisant la main-d'œuvre extrêmement bon marché que les SS pouvaient leur fournir. Alors, cet homme de Siemens, habillé en tenue militaire, qui m'a interviewé, j'ai appris récemment qu'il avait à l'époque 30 ans, ce qui pour me paraissait quand même relativement âgé. Eh bien, cet officier à qui je me suis présenté, compte tenu que je parlais couramment l'allemand, que je comprenais parfaitement bien les questions qu'il me posait, bien que mes questions étaient totalement fausses, pratiquement pour l'essentiel des réponses aux questions posées. Il m'avait accepté parmi les premiers groupes de 50 qui étaient considérés comme bons, comme spécialistes. Et à partir de là, nous avons été transférés du camp de la quarantaine dans les camps de travail. Donc je n'ai pas connu les camps des quarantaines qui étaient un mouroir. Hein. Enfin, était un peu plus mouroir que l'autre, mais enfin... Malgré tout, l'autre, dans les camps de travail, nous sortions travailler, puisque pendant toute la durée pendant laquelle j'étais à Birkenau, eh bien, nous partions construire, ou plus exactement transformer, une usine de phosphore qui était à 8 km de Birkenau, qui s'appelait Boborek. Eh bien, nous la transformions pour en faire une usine de métallurgie. Et effectivement, quand cette usine était terminée, au mois de mai, nous avons été transférés dans ces camps, qui étaient donc à 8 km. Et nous avons pu, ainsi, j'ai pu quitter Birkenau, donc au terme d'un séjour de quelques mois, de 6 mois. Votre travail de spécialiste consistait à quoi? Eh bien, comme tourneur. Donc, pour la petite histoire, quand il me dit quel est votre métier, j'avais entendu, pendant que j'attendais, je faisais la queue pour passer mon examen, il y avait un homme à côté qui disait qu'il était tourneur. Alors j'ai dit, moi je suis tourneur. Ça m'a donné une idée parce qu'effectivement, à Revel, j'ai passé devant un garage où j'ai vu un tour. Alors je dis, pourquoi j'aurais pas pu travailler comme tourneur? Ben, je suis tourneur. Et j'ai dit à cet Allemand, je suis tourneur sur fer. Il me dit, mais vous ne tournez que le fer. Je ne comprenais pas le sens de sa question. Je lui ai dit, non, je tourne tous les métaux. Il me dit, vous ne tournez que les métaux. Alors
Je dis, je tourne aussi les bois. Alors il me dit, vous êtes un bon tourneur. Seulement, c'est l'essence de ce propos n'est peut-être compris que par les germanophones, à savoir que d'être un bon tourneur, ce qui se dit en allemand dreher, ce qui veut dire un peu débrouillard, dans un autre sens, il dit que vous êtes bon débrouillard. Bien entendu, je fais semblant de ne pas comprendre. Je dis non, je ne suis pas bon tourneur, je n'ai travaillé que pendant 1 an. Et je ne sais pas, c'est probablement l'ensemble des réponses qui lui ont paru valables. J'ai pu apprendre, mais là, faisons un saut, hein. Après la libération, ayant été témoin à un procès de Francfort, ayant pu prendre contact avec cet Allemand, ou plus exactement l'inverse, cet Allemand a pris contact avec moi parce que je l'avais traité d'SS et cité comme témoin contre la personne qui était accusée. Eh bien, et quand je lui ai demandé quel était son choix, son critère de choix à cette époque, eh bien, il m'a dit une chose assez énorme. Il m'a dit, je ne vous ai pas choisi pour ce que vous étiez, je vous ai choisi pour ce que je pouvais faire de vous. Nous sommes en 1956, là, donc bien après la guerre. Moi qui espérais qu'il va me dire qu'il voulait m'aider à survivre, qu'il voulait m'apporter enfin, de l'aide, eh bien, il m'a simplement répondu d'une façon honnête, c'est son mérite, qu'il m'a choisi non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que je pouvais, ce qu'il pouvait en faire de moi. Et il m'a dit, eh bien, pour preuve, vous êtes devenu un bon tourneur. Effectivement, je suis devenu un bon tourneur parce que la première pièce que j'ai eu à tourner, avec beaucoup de mal, je me suis trompé de 10 mm. Ce qui est tout de même pour un tourneur un peu gros. Alors là-dessus, le responsable allemand m'a dit, une deuxième erreur et tu retournes à Birkenau. Et devant cette menace, il est évident que je me suis appliqué à faire très attention et à chaque fois que les Allemands s'éloignaient, je demandais à mes voisins des explications, comment faire, ceci ou cela. Et finalement, j'ai réussi à faire le travail des tourneurs tant bien que mal. Et entre le moment où vous étiez au travail, le retour, vous étiez logé de quelle manière? Eh bien, nous étions, dès lors que nous avons été transportés à Bobrek, il y avait déjà un baraque réservé aux détenus, et donc il y avait un camp réservé aux détenus, il y avait une salle d'eau, il y avait une cuisine réservée, et nous ne retournions plus à Birkenau, nous restions à demeure à Bobrek. Il y avait environ 218 hommes et 38 femmes, bien sûr, séparés, bien sûr, et les conditions de vie étaient évidemment de loin différentes que ce que nous avons pu connaître avant. On travaillait 12 heures par jour seulement, et pas 35 heures. Nous travaillions 12 heures par jour, et un dimanche sur 2, nous étions même libres de ne pas travailler. De plus, bon, les appels, ce qui était quelque chose de mortel à Birkenau, eh bien, étaient d'une durée à peu près normale dans ces camps, d'autant qu'on était peu nombreux, et que les gens ne mouraient pas comme ça, parce qu'à Birkenau, les gens mouraient durant l'appel, pendant des heures pendant lesquelles ils restaient debout. Ils arrivaient déjà parfois dans un état tel qu'il fallait les soutenir pour qu'ils se tiennent debout. Eh bien, à Bobrek, évidemment, nous étions nettement mieux lotis. Il était vrai également que nous étions légèrement mieux nourris et mieux habillés, c'est-à-dire nous avions au-dessus de nos vêtements de pyjama un manteau, par exemple. Et quand on pouvait se procurer par un moyen quelconque quelque chose d'un pull au vert, on le mettait, on n'avait pas peur de se faire battre en raison de la possession d'un objet interdit. Et dans cette usine, il n'y avait que des déportés, ou il y avait également des... Il y avait des déportés et il y avait des surveillants qui venaient de Siemens, c'est-à-dire de responsables de Siemens qui distribuaient le travail, contrôlaient le travail qu'on rendait, etc., enfin qui s'occupaient de l'organisation à proprement parler. Vous aviez des contacts de quelle nature avec eux? Eh bien,
Personnellement, j'avais un contact avec un de ces responsables qui était assez bon. Il était plutôt un homme âgé. Et mes relations étaient avec lui très convenables. Enfin, il ne me donnait rien, mais il m'encourageait par des mots en disant « T'inquiète pas, ça ira, etc. » Parce qu'à la dernière minute, il m'a dit « Mais est-ce que vous êtes vraiment tourneur ou pas ?» Alors, à la veille donc d'intégrer l'usine, j'ai dû évidemment avouer la vérité parce que je me rendais bien compte que ça ne servait plus à rien à raconter des mensonges. Je lui ai dit, je n'étais pas tourneur. Il m'a dit, alors ne vous inquiétez pas, ça ira. Et c'était des paroles, des grandes valeurs à l'époque. Vous êtes resté combien de temps dans ce camp Eh bien, dans les camps de Bobrek, nous sommes restés donc à partir du mois de mai jusqu'en janvier 1945. Donc mai 44 jusqu'en janvier 45. Évidemment, dans l'intervalle quand même, nous n'avons pas échappé à une des plus grandes sélections d'Auschwitz qui a eu lieu le 1er janvier 1944. Mais il faut bien ajouter que les gens qui étaient destinés à être brûlés le lendemain et qui faisaient partie du groupe de Siemens ont été libérés sur intervention de Siemens. Donc, en fait, nous ne savions pas que nous étions en quelque sorte protégés parce que nous pouvions être utiles à la production militaire allemande. Donc, c'était tout de même déjà une solution. Ceci étant, quand même, sur les 50 sélectionnés, eh bien, je crois que nous sommes restés une vingtaine au mois de mai pour intégrer l'usine de mois de mai, parce qu'entre les typhoïdes, entre les coups, les blessures, le froid, la faim, il y a quand même beaucoup de gens qui mouraient. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé en 1945 Eh bien, le fameux 18 janvier 1945, on a évacué les camps notre camp en même temps que Birkenau, en même temps que Monowitz, enfin les camps attenants, enfin faisant partie d'Auschwitz. Et on nous a fait faire la marche, ce qu'on appelle la marche de la mort, c'est-à-dire environ 70 kilomètres que nous devions parcourir dans la neige, dans les froids, pour atteindre un autre camp qui s'appelait Gleiwitz. Et durant cette marche, évidemment, beaucoup de gens mouraient, et ceux qui s'effondraient simplement parce qu'ils n'en pouvaient plus, eh bien, les Allemands les achevaient. Alors, et d'autres qui étaient du pays, et il y a eu quelques-uns qui ont tenté de s'évader, et je crois que même il y en a que je connais, en tous les cas, plusieurs qui ont réussi cette évasion. Parce qu'effectivement, les troupes soviétiques étaient à proximité, et par conséquent, il s'agissait de passer quelques jours, et ça pouvait réussir. Et pour preuve, c'est que moi-même, après Gleiwitz, lorsqu'on nous a chassés dans des wagons pour nous amener vers l'intérieur de l'Allemagne, des wagons qui étaient à toit ouvert, des wagons à charbon, eh bien, j'ai réussi à sauter de ce wagon et également de me sauver et de rejoindre, après quelques jours, la frontière germano-soviétique. Pendant cette marche de la mort, vous aviez des amis, vous étiez... Bien sûr, nous sommes restés groupés, si je puis dire, de notre camp. Personnellement, je me suis surtout occupé d'une jeune fille belge qui était sur le point d'abandonner. J'ai essayé de l'encourager, de la traîner, si je puis dire, jusqu'à Gleiwitz, ce qui m'a réussi puisqu'elle a survécu, ce que j'ai appris après la guerre. Et comme ça, il y a quelques-uns qui ont pu aider d'autres. Et sur notre camp, nous étions quand même dans des conditions meilleures que des conditions de ceux qui quittaient la quarantaine ou autres. Donc nous avons quand même été quelques-uns qui ont réussi à survivre. Et vous êtes resté dans ce camp jusqu'à... À Gleiwitz, on est resté pendant deux nuits. Après, on nous a immédiatement mis dans des trains pour nous amener vers l'intérieur de l'Allemagne. Moi, je ne suis pas resté très longtemps dans le train parce qu'au bout de quelques heures, j'imaginais, compte tenu de mon expérience
comment dire, de mon expérience de camp et des Allemands, que rien de bon ne m'attendait. Et par conséquent, je voulais tenter de m'évader, parce que mourir pour mourir, je préférais mourir par une balle de fusil que de mourir achevé d'une autre manière. Donc pour moi, ça ne me présentait pas un risque extraordinaire, puisque en fait, la chance de survivre était tellement minime que je ne pouvais qu'augmenter cette chance. Alors c'est ce que j'ai fait. La chance, c'est d'avoir encore quelques forces pour le faire, également. La chance, quelques forces, mais aussi la volonté peut-être de le faire. Parce qu'on est très rapidement paralysé, si vous voulez, parce que moi-même, d'ailleurs, je n'ai pas honte de l'avouer, que lorsque j'ai vu les trains partir, je me dis, tu as fait une bêtise, tu aurais dû rester avec tout le monde, tu aurais suivi les sœurs de tout le monde. Et quand j'ai vu les feux rouges de l'arrière du train, eh bien, je me demandais si je pouvais encore courir pour les rattraper. Enfin, c'était quelques fractions de secondes, ce sont quelques instants de réflexion, mais qui étaient chassés par les circonstances, puisque le train était parti, Et ben, il fallait bien que je continue. Et heureusement, un autre de mes amis a sauté en même temps, et nous avons fait donc ce parcours à deux. C'était beaucoup plus facile à deux que tout seul. Ah, de toute évidence. De toute évidence. À deux, c'est plus facile, surtout lorsque les deux se connaissent, et c'est plus facile. Et dans mon cas particulier, c'était encore d'autant plus rendu facile qu'il était lui-même originaire de Pologne et parlait donc le polonais, alors que moi, je ne le parlais pas. Et si j'avais ouvert la bouche pour parler en allemand, c'était la catastrophe. Et en français, c'était assez difficile de se faire comprendre, même en baragouinant comme je l'ai fait à l'époque. Mais le fait qu'il était polonais, ça m'a beaucoup aidé, incontestablement. Comment ça s'est passé concrètement, cette évasion? Concrètement à Gleiwitz, ça s'est passé à Gleiwitz, et nous avons retraversé la ville de Gleiwitz en feu, parce que les Soviétiques l'avaient déjà libérée, et c'est là où la patrouille soviétique qui nous avait pris en charge sur leur voiture militaire nous ont déchargés en disant maintenant, faites ce que vous voulez, partez où vous voulez. Et nous sommes partis aussi vite que possible en direction de Cracovie, parce que nous craignions évidemment une poussée de l'armée allemande et qu'ils puissent nous rattraper. Et on avait dit, cette liberté que nous avons retrouvée, eh bien, on ne voulait pas la mettre en péril. Vous êtes partis à pied Nous sommes partis à pied, mais en fait, cette marche à pied ne nous a pas fait peur, parce que compte tenu des 70 km que nous avons fait pour Gleiwitz, les 80 km qui nous séparaient de Cracovie nous paraissaient une promenade aux Champs-Élysées. Hein. On vous a donné un peu à manger, on vous a... Bien, nous nous arrêtions dans les fermes pour mendier de quoi manger, pour dormir dans les fermes, dans des conditions qu'on voulait bien nous offrir, mais on n'était pas difficile. Hein. Donc on dormait sur la paille, on dormait dans les écuries, on dormait, enfin, là où on voulait bien nous héberger. Et bien entendu, à ce moment-là, tous ces gens-là que nous demandions s'ils étaient allemands ou polonais, ils disent maintenant nous sommes tous des polonais. Donc même lorsqu'ils étaient en fait originaires de Haute-Silésie, mais enfin ils avaient pratiquement tous connaissance de l'existence du camp d'Auschwitz. Le nom d'Auschwitz ne leur était pas inconnu. Et vous êtes donc arrivé à Cracovie ? Nous sommes arrivés à Cracovie et là nous avons repris un tout petit peu une vie à peu près. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant? En fait, on s'est, ce qu'on pourrait dire en bon français, nous nous sommes débrouillés pour essayer de gagner un peu d'argent et nous habiller d'abord, puisqu'on était dans des... Vous avez toujours votre pyjama? Non, les pyjamas, nous l'avons abandonné chez un paysan qui nous a donné des vêtements, mais qui étaient des loques. Eh bien, là, nous avons pu gagner quelques sous pour nous acheter des vêtements au marché de puces et manger, en tous les cas, pain à volonté, ce qui est tout de même énorme, du pain, des pommes de terre. Et donc, pour nous, c'était surtout la liberté qui était retrouvée, et ça n'avait pas de valeur. Dans quel état physique étiez-vous ?